Bakhmout continue de résister, mais la décision de défendre la ville est de moins en moins bien accueillie, car ses défenseurs subissent de lourdes pertes. La perspective de la première contre-offensive ukrainienne en 2023 se profile à l'horizon, des sources pro-russes rapportant que les Ukrainiens ont rassemblé 40 000 soldats dans la direction de Zaporizhia. Jetons un coup d'œil sur les derniers progrès de la guerre, sur carte. Récemment, les principaux analystes qui suivent la guerre russo-ukrainienne, Michael Kaufman, Rob Lee, Franz Stefan Gady, ainsi que le fondateur de Rohan Consulting, Konrad Muzyka, avec qui nous réalisons cette série, se sont rendus en Ukraine pour examiner la situation sur le terrain. Nous présenterons les observations et les conclusions de Konrad à la fin de l'épisode. Pour commencer, traditionnellement, regardons la carte. Direction Kharkiv. Il y a 2 semaines, le ministère russe de la Défense a annoncé que les forces russes avaient pris Yanikivka. Depuis lors, aucune preuve visuelle n'est venue confirmer cette information. Plus au sud, les forces du Kremlin ont poursuivi leurs attaques vers Massyutivka et Sinkivka. Mais toutes ont été repoussées. On pourrait conclure que le potentiel offensif russe dans cette partie de l'Ukraine a atteint son apogée si les agresseurs ne disposaient pas dès le départ de capacités offensives suffisantes. Au cours des 2 dernières semaines, les Russes n'ont mené aucune attaque terrestre contre l'Ukraine à partir de la Russie proprement dite. Direction de Lugansk. Bien que les forces russes aient continué à lancer des attaques terrestres sur l'ensemble du front, aucun changement frontal n'a été confirmé dans la région de Lugansk au cours des 2 dernières semaines. Des sources non officielles ont affirmé que la 25e brigade aéroportée et la 92e brigade mécanisée ukrainienne avaient vaincu les Russes dans la région de Nevsky-Tchernovsk et progressé à l'aide de l'autoroute R66. Toutefois, ces affirmations n'ont pas été étayées par des preuves visuelles. Les Russes ont peut-être progressé légèrement à l'ouest de Klochanka, mais la véracité de cette affirmation n'a pas non plus été confirmée. Outre ces avancées, les attaques russes autour de Stelmakivka, Kuzimivka, Makivka, Nevsky, Terny et Yampolivka n'ont eu aucun effet. Dans l'ensemble, les Russes ne sont pas à la hauteur dans la région de Lugansk. À ce stade, nous sommes probablement en deçà de l'apogée des capacités offensives militaires russes. Pour que les Russes parviennent à pénétrer à nouveau dans la région de Kharkiv, d'importants renforts seraient nécessaires. Or, rien n'indique que de tels renforcements des positions russes sont en cours. Bien qu'il y ait eu récemment une augmentation du nombre d'attaques en direction de Bilorivka et Krymina, certaines forces russes se sont retirées pour reconstituer leurs réserves. Les difficultés rencontrées par les Russes dans la région de Lugansk entraveront leur progression dans la région de Donetsk. Sans progression à travers Liman et Lysychansk, les Russes ne pourront compter que sur 1 ou 2 axes de progression vers Sloviansk et Kramatorsk, qui sont lourdement fortifiés sur toute leur longueur. Atteindre Sloviansk depuis la région de Lugansk est actuellement impossible pour les unités russes. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Direction de Donetsk. La région de Donetsk reste la seule région d'Ukraine où les Russes ont réalisé des gains territoriaux confirmés. Au cours des 2 dernières semaines, ils se sont emparés de plusieurs villages et ont progressé plus profondément dans Bakhmout. La région de Donetsk est la priorité de Moscou, mais, objectivement, les avances russes dans la région ont été très progressives. Si les Russes ont un avantage en matière de tir d'artillerie, celui-ci n'est pas réparti uniformément entre les secteurs, et encore moins sur l'ensemble de l'oblast ou du pays. Les Russes utilisent beaucoup de munitions et il n'est pas du tout certain qu'ils pourront maintenir ce rythme de frappe après la chute de Bakhmout. Au cours des 2 dernières semaines, les Russes ont capturé environ 23 km². Les Russes n'ont pas progressé dans la partie nord de la région. Spirne et Verkho-Kamianske ont été attaqués presque quotidiennement dans l'intention d'atteindre Siversk. Cependant, tous les assauts sont repoussés. Il en va de même pour les zones situées au nord de Soledar.
Les tentatives d'avancer vers Rozdolivka, Fedorivka, Vesele et Vasyukivka échouent. En particulier, après la chute de Soledar, on craint que les attaques russes ne débordent sur les localités voisines et que leur progression ne soit plus rapide. Cela ne s'est pas produit, probablement parce que toutes les capacités disponibles ont été dirigées vers Krasna-Hora et Bakhmut. Néanmoins, la partie nord du front n'est certainement pas prioritaire, du moins jusqu'à ce que Bakhmut soit prise. Il y a 2 semaines, les Russes ont pris Berkivka et Yahidne et sont entrés dans la partie nord de Bakhmut à Stupki. Ces mouvements ont également amené les Russes dans les environs de Kromove. Il y a 1 semaine, leur ligne de contrôle se trouvait à environ 800 mètres de la route principale reliant Bakhmut à Tchalziv-Yar. Malgré cela, l'approvisionnement ukrainien de la ville s'est poursuivi et se poursuit. Le plus gros problème, cependant, est le retrait éventuel. Les Russes opérant si près de la route, leurs groupes équipés d'armes anti-chars peuvent rapidement frapper les véhicules ukrainiens, se déplaçant lentement et se retirant de la ville. Les frappes d'artillerie constituent également un défi majeur. Avec environ 4 à 5 brigades et plusieurs brigades de défense territoriale déployées pour défendre la ville et un couloir d'une largeur d'environ 8 km, un retrait organisé, retraite défensive, tout en engageant les Russes, peut s'avérer très difficile. Malgré cela, les dirigeants politiques et militaires semblent pleinement déterminés à défendre la ville. Le 3 mars, les Ukrainiens ont détruit le pont au centre de Bakhmut, marquant ainsi le retrait des parties orientales de la ville. La rivière Bakhmutivka est désormais la principale ligne de défense, mais seulement au sud de Yahidne. En effet, les positions ukrainiennes dans le nord de Bakhmut sont difficiles à défendre. Il n'y a pas de cave dans cette partie de la ville, ce qui rend difficile pour les forces de défense et d'attaque de se cacher des frappes d'artillerie. La qualité des forces ukrainiennes dans ce secteur est également discutable. Ces 2 facteurs ont largement contribué à la prise du nord de Bakhmut par les Russes. Les Ukrainiens ont ouvert quelques lignes de transport terrestre supplémentaires de Tchalziv-Yar à Bakhmut, mais la qualité des routes est déplorable, en particulier pendant les périodes de transition. Il n'y a eu aucun changement dans les parties sud-est de la ville. Les lignes de défense ukrainiennes se trouvent juste au sud de la route T0504, car les Russes ne peuvent pas pousser le défenseur derrière elle. Le 25 février, les médias ukrainiens ont rapporté que le colonel général Alexander Syrsky, commandant des forces terrestres des forces armées ukrainiennes et commandant du groupe oriental des forces armées ukrainiennes, était arrivé à Bakhmut. Il y aurait vérifié la situation dans les unités, écouté les commandants d'unités parler des questions problématiques, aidé à les résoudre et soutenu les soldats sur place. Syrsky est réapparu à Bakhmut le 11 mars. Une note officielle indique que le commandant contrôle en permanence la situation opérationnelle sur la ligne de front et prend les mesures nécessaires pour maintenir Bakhmut sous contrôle ukrainien. Il ajoute qu'il est nécessaire de gagner du temps pour constituer des réserves et lancer une contre-offensive, qui n'est pas loin. En fait, peu de gens comprennent pourquoi les Ukrainiens défendent encore la ville à ce stade. La décision du haut commandement de défendre la ville aussi longtemps est de moins en moins comprise, d'autant plus qu'il est largement admis que son effondrement n'apportera pas de changement significatif sur le champ de bataille. Les Ukrainiens ont également établi des lignes de défense juste à l'est de Tchalziv-Yar, mais rien n'indique qu'elles soient préparées pour une utilisation active. Deuxièmement, d'un point de vue historique, il est peu probable que la chute d'une ville importante propulse les Russes vers de nouvelles conquêtes. Au contraire, les Russes dans la deuxième phase de cette guerre se sont toujours arrêtés après avoir capturé une grande ville, ce qui ressort clairement de la prise de Popasna au début du mois de mai et de celle de Severodonetsk et de Lysychansk à la fin du mois de juin. En fait, Popasna se trouve à quelques 23 km à l'est de Bakhmut, ce qui montre à quel point les Russes ont progressé lentement sur une période de plusieurs mois. C'est dans la région de Bakhmut que s'arrêtent toutes les avancées russes. La semaine dernière, aucun gain territorial n'a été réalisé dans d'autres parties de l'oblast de Donetsk. Direction Zaporizhia. Ces dernières semaines, la situation dans la région de Zaporizhia, et plus largement dans le sud de l'Ukraine, n'a pas évolué. Les combats de position se sont poursuivis, mais n'ont pas eu d'impact sur la ligne de front. Les 2 camps se concentrent apparemment sur la conduite d'opérations militaires dans d'autres parties du pays,
en partie dans les régions de Lugansk et de Donetsk, où se trouve la majeure partie de leurs forces. Ces engagements ont pour conséquence une activité militaire réduite dans tout le sud de l'Ukraine. Cependant, deux nouvelles intéressantes sont apparues la semaine dernière, évoquant un possible renforcement des forces ukrainiennes dans la région. Le 6 mars, Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l'administration régionale Zaporizhia, a déclaré que Kiev avait rassemblé une composante de 12 000 hommes en vue d'une prochaine offensive, qui devrait avoir lieu fin mars, début avril. L'objectif de cette offensive serait Melitopol ou Mariupol. Quelques jours plus tard, le 9 mars, Yevgeny Balitsky, gouverneur par intérim de l'occupation russe de l'oblast de Zaporizhia, a affirmé que les forces armées de l'Ukraine avaient concentré environ 40 000 soldats dans les parties nord de l'oblast. Nous nous attendons à ce que les sources russes et pro-russes continuent à mettre régulièrement en garde contre une éventuelle contre-attaque ukrainienne dans la région. Jusqu'à présent, cependant, nous ne voyons aucun signe d'un renforcement de l'armée ukrainienne dans la région. Direction de Kherson. La situation dans la région de Kherson reste également relativement calme. Les types d'opérations n'ont pas changé non plus. Frappes d'artillerie, tentatives d'interception, missions de reconnaissance et d'infiltration. Selon Natalia Humeniuk, porte-parole du gouvernement opérationnel sud de l'Ukraine, les forces de Kiev ont récemment détruit 7 navires de guerre russes qui tentaient d'atteindre les îles dans le delta du Dniepr. Aucune des deux parties ne contrôle les îles de la région, bien que des tentatives de reconnaissance régulières soient en cours. Par ailleurs, le 7 mars, la 126e brigade russe de défense côtière, basée en Crimée, a repoussé une tentative ukrainienne de débarquement sur l'île de Veliki Potomkin. Ceci étant dit, passons aux conclusions de Konrad Muzyka sur la visite de terrain mentionnée dans l'introduction. Nous les présenterons directement, point par point, telles qu'elles ont été présentées par Konrad. 1. La bataille pour Bakhmout est de plus en plus impopulaire parmi les soldats ukrainiens. La décision des dirigeants politico-militaires de tenir la ville est mal comprise. Bien que des positions défensives aient été mises en place à l'ouest de la ville, rien n'indique qu'elles seront bientôt utilisées. 2. Nous évaluons une lutte interne au sein de la direction politico-militaire ukrainienne. Zelensky est en désaccord avec le général Zalouzny, commandant-chef des forces armées ukrainiennes, tandis que le général Syrski, commandant des forces terrestres, est le protégé du président. La présence de Zalouzny à la réunion qui aurait eu lieu la semaine dernière avec Syrski et Zelensky visait probablement à sanctionner la poursuite de la défense de Bakhmout et à montrer l'unité au sein des structures de commandement. 3. Les pertes ukrainiennes sont importantes. Au cours du mois dernier, nous estimons que le rapport entre les pertes ukrainiennes et russes était de 1 pour 1 ou 1 pour 2. Dans certaines zones et certains jours, ce rapport a même pu être plus élevé. Les unités ukrainiennes sont très sollicitées par la bataille, alors que l'impact sur les formations militaires russes est minime. La bataille pour Bakhmout est principalement menée par des chasseurs Wagner, soutenus par des éléments de la 106e division aéroportée russe. Les Ukrainiens attaquent donc Wagner, tandis que Wagner attaque les forces terrestres ukrainiennes. 4. Il convient également de souligner les dépenses d'artillerie russes, qui sont très élevées. Ainsi, on pourrait affirmer qu'un autre intérêt de tenir Bakhmout est de forcer les Russes à utiliser le plus d'obus possible, ce qui entravera leurs opérations tout au long du printemps. La semaine dernière, le ratio des tirs d'artillerie était de 1 pour 5. 5. Les Russes utilisent l'aviation au-dessus de Bakhmout, mais seulement la nuit. Le manpad polonais Piorun est le seul outil disponible pour engager l'aviation après le coucher du soleil. 6. Il y a 2 forces Wagner. L'une est composée de condamnés et constitue essentiellement une force extensible. Leur objectif est d'avancer. À moins qu'ils ne soient gravement blessés, il est préférable qu'ils ne reviennent pas. Ils sont souvent utilisés comme force de pénétration. Le deuxième Wagner est une force bien entraînée et bien équipée, avec une approche très souple de l'attaque et de la défense. Ils sont équipés de caméras thermiques, de lunettes de vision nocturne et de tout l'équipement nécessaire à la guerre urbaine. 7. Les Ukrainiens se préparent à une contre-offensive. Lors de notre précédente visite en Ukraine, on nous a dit que 3 corps d'armée étaient en train d'être mis en place pour faciliter la percée. 8. La guerre actuelle est une guerre de réservistes. Le noyau des 2 armées n'est pas détruit, tué, et la qualité de leur force de réserve sera déterminante pour l'évolution de la guerre. En même temps, les 2 commandements sont de plus en plus axés sur les opérations de l'ère soviétique
et ne semble guère apprécier la flexibilité et la décentralisation du commandement et du contrôle. 9. Nous sommes probablement derrière le point culminant des fournitures militaires occidentales à l'Ukraine. Même s'il est certain que d'autres équipements arriveront, Léopard, Abrams, Patriot, etc., le nombre de pièces d'équipement que l'Occident peut offrir à l'Ukraine est de plus en plus réduit. 10. Les Ukrainiens et les Russes souffrent tous deux d'une denrée d'obus, mais les Russes bénéficient généralement de la prépondérance de la force. Cependant, ce n'est pas le cas partout. Si l'on se concentre sur Bakhmut, comme indiqué ci-dessus, le ratio d'artillerie est de 1 pour 5, mais près de Vuhledar, il est plus proche de 1 pour 1. Les Russes doivent également établir des priorités. Pour le reste des conclusions, ainsi que des données beaucoup plus détaillées sur la situation actuelle sur la ligne de front, voir le rapport Ukraine Conflict Monitor préparé par Rohan Consulting. Les liens, y compris le bulletin d'information de Substack, se trouvent dans la description.